Oui, donc bonjour, Daniela Belzetti, je fais partie de la direction technologie de l'information et je travaille notamment dans la division maquette numérique et ingénierie concurrente. Juste avant d'aborder ce que c'est le SIM et quels sont les enjeux de lors qu'on veut le mettre en place, juste quelques mots sur le CSTB au cas où vous ne connaissiez pas. Donc on est en EPIC, on accompagne, on a une mission d'accompagnement des acteurs dans la mise en place de l'innovation et dans leurs projets. On appuie notamment les pouvoirs publics, mais aussi toute la filière professionnelle, par des biais d'activités comme notamment la recherche-expertise. Dans le domaine de la transition numérique, donc comme je vous disais, en termes de recherche-expertise, on développe et accompagne notamment les usages innovants du BIM, donc avec une approche multi-échelle du bâtiment à la ville. On a comme objectif de promouvoir et exploiter l'Open BIM, donc de mettre en avant les standards, donc les standards IFC et CITGML. Et on prépare notamment la nouvelle génération des technologies numériques avec des recherches sur la sémantisation, sur l'acquisition, des modalités d'acquisition efficientes des modèles numériques, mais également tout ce qui est lien entre le BIM et les objets connectés, et entre le BIM et l'intelligence artificielle. Donc dit ça, du BIM au SIM. Donc qu'est-ce que est le SIM? Donc déjà, on peut dire que c'est un élargissement du champ d'application du BIM à la ville, donc à la ville et au territoire. Donc on peut par similitude reprendre certains éléments des définitions du BIM en disant que le SIM c'est d'abord une démarche de structuration, intégration et gestion d'informations hétérogènes qui relative à la fois à différentes composantes du territoire, à la fois à différentes phases du projet et à différentes échelles. Et donc, toutes ces données sont bien évidemment rassemblées dans une maquette numérique constituée d'objets paramétrés, avec différents niveaux de détails selon les besoins et les usages projetés. Donc j'insiste là-dessus parce qu'on a souvent l'impression, on pense tout de suite au modèle, mais vraiment la valeur ajoutée qui est vraiment un lien avec l'objectif de la matinale, c'est tout ce qui est la gouvernance autour des données et utiliser le SIM pour gouverner et gérer ces données. Par contre, le SIM, c'est une utilisation émergente quand même aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains établissements qui sont pionniers, donc c'est l'établissement public d'aménagement, les aménageurs qui sont en première ligne là-dessus, et que c'est une démarche qui nécessite aujourd'hui d'accompagnement, notamment pour les usages innovants. Et on voit déjà qu'au niveau bâtiment, cette démarche est déjà fortement accompagnée par à la fois les deux plans gouvernementaux initiés depuis 2014, mais aussi par le biais de la signature d'une charte d'engagement de la filière, dans laquelle notamment figurent certains aménageurs. Et aussi par la mise à disposition d'une plateforme collaborative de travail public et gratuite, Croquis, qui peut être également utilisée pour des projets d'aménagement. En termes d'enjeux, dès lors qu'on veut appréhender et décliner le SIM dans sa propre activité, on va dire qu'on a trois grands enjeux. Je laisse de côté l'enjeu du choix des outils qui sera traité par la suite par Valentine, mais du coup on a déjà appréhendé le potentiel du SIM et c'est quand même une notion relativement nouvelle, donc on n'appréhende pas toujours vraiment jusqu'à où on peut aller dans les usages, qu'est-ce que ça peut apporter. Ensuite, se lancer dans la démarche, donc il y a une certaine méthodologie dans comment approcher la démarche, quel document cadre mettre en place, et puis déployer la démarche pour vraiment en tirer des bénéfices dans les échanges, notamment avec les acteurs. Donc si on passe au premier défi, donc l'objectif est de pourquoi les SIM, quelles sont les ambitions. C'est quand même une technologie qui est à la mode, mais il faut vraiment s'en approprier et d'abord lui donner du sens. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec seul et aussi dans l'écosystème local, parce que c'est une démarche qui implique l'aménageur, les collectivités, les promoteurs, donc on peut définir ses ambitions dans une vision plus partagée. Donc l'enjeu, c'est de définir pour sa propre organisation quelle est la valeur ajoutée du SIM et notamment repérer quels sont les usages pertinents par rapport à l'activité. Ces usages-là peuvent être soit des usages assez communs liés à la synthèse des projets, l'analyse des conflits ou même la communication autour des projets, mais il peut y avoir des usages aussi plus innovants qui requièrent aussi une approche R&D ou aussi un lien avec les startups. Dans cette approche-là, souvent, ce qu'on rencontre nous au CSTB quand on dialogue avec les acteurs, c'est que comme je disais, on a du mal à appréhender ce que c'est les SIM. Donc souvent, on
besoin de sensibilisation à qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce que ça implique dans la structure. Et souvent, c'est des démarches, le vrai potentiel du CIM est aussi dans la gouvernance interservice dans une organisation. Ça peut amener à repenser des activités et des usages entre, par exemple, un service communication plutôt que le service foncier, un service projet. Juste là, je voulais juste faire un petit panorama de quels pourraient être les besoins à l'échelle du territoire. Donc, les collectivités sont soumises à des obligations d'ouverture des données. Donc, le CIM peut être, cette maquette 3D du territoire, peut être un bon support pour accéder aux données open data. Et aussi, le fait de les structurer de manière interopérable peut permettre après de créer des services derrière. En termes de gestion, exploitation de la ville, c'est là où on ressent le plus grand intérêt pour le BIM, puisque quand on voit la multitude d'intervenants dans un espace public, que ce soit les concessionnaires, les exploitants, ou à différents niveaux, on voit que vraiment l'idée de partager une maquette 3D puisse vraiment créer peut être un bon support de communication et partage. Mais aussi, donc on peut utiliser le CIM pour capitaliser la remontée citoyen et les informations qui proviennent des objets connectés, et bien également dans des applications de sécurité et gestion des réseaux, ça peut permettre justement d'acquérir au fur et à mesure une nouvelle connaissance sur les réseaux enterrés. Au niveau stratégique, au niveau de la stratégie des politiques urbaines, donc comme on le voit dans l'exemple à gauche de Euroméditerranée, ça peut être un support de communication et promotion territoriale, à la fois du territoire ou à la fois des projets qui vont voir le lieu sur le territoire. Donc c'est le cas par exemple des projets à gauche, à droite plutôt. Mais également, et on en parle beaucoup avec la dématérialisation des documents d'urbanisme, pouvoir croiser les données numérisées avec la modélisation existante peut permettre par exemple d'apprécier à l'avance les effets d'un PLU, les effets des prescriptions PLU ou d'autres programmes. En termes de d'échelle aménagement, donc ce qui paraît évident, et c'est vraiment une des premières motivations à se mettre au BIM, c'est pouvoir concerter, donc pouvoir utiliser ce modèle 3D pour la concertation avec les différentes maîtrises d'ouvrage, avec les différents intervenants du projet, mais aussi en direction des habitants. Ça a l'avantage, comme on le voit dans le projet à droite, de pouvoir resituer le projet dans son contexte, dans son environnement. Et puis, l'aide à la conception. Ça aussi, c'est une des principales motivations à aller au BIM, aller sur le CIM, pardon, BIM, aussi, pouvoir réaliser des simulations derrière, à partir de ces données, mais pouvoir également vérifier les conflits potentiels entre projet bâtiment et projet dans l'espace urbain, ce qu'on voit par exemple sur la gauche. La gestion de ces conflits aussi, c'est une des raisons, un des avantages économiques majeurs qui est mentionné par les acteurs. Également, le suivi des exigences. On parle beaucoup de PCBIM, donc pouvoir utiliser des règles, faire jouer des règles pour vérifier si le projet respecte bien les contraintes, notamment du PLU. Également, à l'échelle urbaine, je ne peux pas compter, il y a une vidéo, mais c'est pas grave, pouvoir visualiser les éléments du projet en fonction de l'avancement du projet, donc en fonction d'une timeline. Ça permet aussi de pouvoir, par exemple, communiquer avec la population sur qu'est-ce qui va arriver, à quel moment, et comment il faut enchaîner les projets, et comment on enchaîne les projets dans l'espace. Également, en gestion de chantier, là aussi, ce qui représente un avantage économique intéressant, pouvoir simuler des scénarios d'installation et identifier comment va vivre l'espace public dans le temps de l'installation du chantier. Et également pouvoir faire du contrôle de chantier, donc en comparant la maquette BIM avec notamment par exemple des nuages de points. Et ce qui est un lien avec les activités donc, des certifications et évaluations, le fait d'avoir des propriétés associées aux objets permet de pouvoir faire des calculs automatiques, notamment des calculs d'indicateurs. On peut penser aux espaces verts, le carré d'espaces verts, des linéaires, des pistes cyclables, ce qui peut faciliter du coup l'accès à l'évaluation des performances et à la certification. Donc une fois vu ces usages, donc on a compris, quand on a compris identifier les usages intéressants, donc il s'agit de bâtir et formaliser la stratégie. Donc, bâtir une stratégie de comment on l'utilise et comment on l'utilise dans l'écosystème d'acteurs territorial.
Dans ces stratégies, les enjeux qui vont se poser, c'est quelles données on souhaite valoriser, qu'elles soient existantes ou qui seront produites dans le cadre des projets, et comment on utilise l'outil pour désiloter les activités au sein de l'organisation et fédérer les acteurs autour de l'outil. Il faut quand même se poser la question des coûts. C'est une question qui, d'ailleurs, en tant que CSTB, nous est souvent posée. Et qui est difficile. Donc il y a des coûts qui sont peuvent être liés à l'achat de logiciels, donc à l'équipement. Souvent, quand on échange avec les acteurs, des fois on peut même préconiser une stratégie logicielle, donc, préconiser de déployer différemment les outils. Après, il y a toutes les questions du coup de la numérisation, donc acquérir le terrain existant pour pouvoir justement mieux représenter les projets et dans leur contexte. Et également tout ce qui est coût de montée en compétences, formation, voire accompagnement, donc toutes les missions de BIM management, BIM coordination BIM, et assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. Il est très difficile du coup souvent de donner des fourchettes des prix. Je dévance peut-être une question parce que ça dépend des usages. On va détailler la maquette numérique, on va mettre en place des process plus ou moins complexes en fonction des usages et en fonction des projets. Donc d'ailleurs, c'est une question qui est investie par le CSTB qui démarre la mise en place de l'Observatoire économique du BIM. On peut aussi, par ailleurs, se poser la question de faire le choix de l'interopérabilité, donc faire le choix des formats qui vont permettre par la suite de partager les informations au fil des phases entre différents acteurs. La question aussi de l'articulation, l'évolution des outils des process. Souvent, par exemple, les collectivités ou les exploitants utilisent majoritairement du SIG. Donc la question se pose de comment articuler le SIM avec le SIG, comment faire cohabiter, voire exploiter les outils, étant donné que souvent on nous dit, nous CSTB, on dit mais le SIG marche très bien, la 2D marche très bien, donc il faut quand même pouvoir créer des passerelles entre tout ça. L'organisation en termes écosystème local. Aujourd'hui, il y a des écarts de maturité très importants entre les acteurs face au BIM. Donc il est important de gérer ça à la fois en interne, avec une montée de compétences, mais à la fois gérer cette montée de compétences au-delà de ça. Quand on va s'interfacer avec du bureau d'études des maîtrises d'œuvre en collectivité, on voit bien qu'on est confronté à une montée en compétences collectives. Et du coup, il faut... Par exemple, sur ce point-là, souvent on nous demande d'animer des groupes de travail ou mettre en place des clubs BIM pour pouvoir fédérer les acteurs. Cette fédération est aussi importante, je reviens à la question du coût, pour modéliser les coûts, pour justement décider ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on y va et qui peut amener quoi dans le feuille de route. Mais également, au niveau technique, souvent on peut rédiger des guides techniques pour justement fédérer les acteurs autour des technologies ou d'enjeux. Tous ces choix stratégiques dans les méthodologies BIM habituelles vont être injetés dans les chartes BIM, dans une charte BIM. C'est le document phare qui décrit comment l'organisation va se mettre au BIM, quels sont ses objectifs, les usages projetés et qui alimente quoi, qui est supposé alimenter quoi, justement dans une perspective de gouvernance des territoires. Donc du coup, une fois qu'on s'est lancé, on a cadré la stratégie, on a mis en place le plan de formation, la charte, etc. On arrive à la dernière étape, déployer la démarche. Donc là l'enjeu va être de mener les projets, des projets pilotes souvent, parce que comme je vous ai dit, le CIM est encore une approche nouvelle, émergente. Ensuite, la généraliser et faire vivre la démarche. Donc si on fait des opérations pilotes, c'est bien l'idée de pouvoir ensuite s'en servir de manière plus systématique. Et puis, encore une fois, vu l'investissement que cela représente, de pouvoir démultiplier les usages des données et les valoriser auprès des acteurs. En termes d'enjeux, on va être confronté, comme je disais tout à l'heure, lors d'un projet, à l'intégration de l'existant, donc à la numérisation du territoire. Donc là, la question souvent qui nous est posée, d'accompagner, notamment les approches R&D, tout ce qui est sémantisation. C'est-à-dire comment d'une photo, je déduis, donc c'est l'image de gauche, comment une photo, je déduis qu'un toit c'est un toit, une fenêtre c'est une fenêtre, et donc pouvoir ensuite avoir vraiment constitué ces maquettes numériques avec des objets paramétrés. Mais également la numérisation, il y a aujourd'hui, on travaille de plus en plus à des technologies efficientes de numérisation. Donc on voit par exemple sur la droite, c'est notre site de Champs-sur-Marne qui a été obtenu une qualité, on ne va pas très bien en mais c'est une qualité visuelle très
très bonne, avec une bonne résolution, obtenue juste par vol de drone sur une journée. Donc du coup, il y a toutes ces questions de comment je numérise l'existant, et puis comment je répercute la stratégie aux différents intervenants dans le projet. Ça notamment c'est fait dans des missions d'AMO, soit d'AMO BIM, mais ou avec une appui recherche si les usages sont plus innovants. Normalement c'est fait par le biais des cahiers des charges BIM et des guides d'interopérabilité. Il faut choisir et mobiliser les outils, donc Valentine en parlera par la suite. Et puis, c'est poser la question notamment quand on sera en phase de généralisation de la démarche, de qu'est-ce que ça nous a apporté et qu'est-ce qu'on peut, sur les opérations qu'on mène, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme rapport coût-avantage. Et ça, c'est vraiment, j'insiste, c'est une méthodologie que, là où il est intéressant, c'est de la faire acteur par acteur. Parce que donner des coûts aujourd'hui moyens, ça a peu de sens. C'est vraiment chaque acteur qui doit s'approprier de qu'est-ce que ça a été l'avantage pour lui. Ensuite, notamment dans la question des projets d'aménagement, une fois le projet terminé, se pose la question de comment on transmet les données aux exploitants et la collectivité. Comment on capitalise toute cette information pour enrichir les outils souvent SIG. Donc comment on transmet, on partage ces informations pour enrichir les connaissances sur le territoire. Donc tout ça pour vous dire que tous les sujets là c'était vraiment l'idée de l'entrée en matière. On m'a proposé d'introduire la journée, l'entrée en matière, les différents enjeux plutôt méthodologiques. Tous ces enjeux-là, nous, CSTB, on les traite notamment avec des partenariats R&D, dans lesquels on cherche à développer des usages innovants. Et parmi nos partenaires, on peut mentionner notamment des aménageurs comme les PAMAR, Euro-Atlantique, PFD, bien évidemment, qui présentera après nous, GPA dernièrement, et Euroméditerranée, Grand Paris, etc. Donc à chaque fois des questions différentes qui sont posées et des retours d'expérience qui se consolident sous le CIM petit à petit.